Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti, comment vas-tu de l'autre côté de l'Atlantique? Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai ouvert le micro, je suis en train d'essayer de m'étouffer. J'espère bien bon. Oui, tu t'étouffes, tu bafouilles, tu m'as pas l'air en grande forme. Qu'est-ce qui se passe? Trop occupé cette semaine, trop occupé, trop de choses. Ouais, trop de choses. Tu sais qu'à Montréal, il y avait une armée de Français qui sont débarqués cette semaine. C'était l'expo InCyber, une grosse foire sur la cybersécurité. Et je pense que la moitié des exposants étaient français et probablement que la moitié des gens dans la place étaient français. Ah ouais. Finalement, il ne doit plus rester beaucoup de Français dans la cybersécurité en France. Exactement, on les cherche, il n'y en a plus. Ouais. Ils sont à Montréal, mais ils repartent bientôt. Voilà, c'est ça. Bon, tu avais quand même l'air bien en forme dans le débrief, dans le grand débrief, avec François Sorel cette semaine. J'espère que les gens vont prendre le temps d'aller écouter parce que il y en a des choses qui sont à écouter et à voir en vidéo sur YouTube si vraiment vous voulez voir nos têtes défraîchies. Non, mais écoutez, c'est beaucoup mieux. Il faut écouter, ouais. Bon Bruno, cette semaine, l'actu majeure quand même. C'est ChatGPT qui se prend pour Google, c'est ça. Et donc, toi comme moi, tu l'as testé. Ça vient de sortir, c'est tout frais des fours. C'est OpenAI qui vient de lancer son ChatGPT Search. Faut se pratiquer pour le dire parce que c'est facile de déraper avec ça. Mais donc, ça fait longtemps qu'on en parlait. On se disait c'est le genre de truc qui va venir rentrer dans les reins de Google. Et finalement, est-ce que ça va rentrer dans les reins? Je ne sais pas. Alors, rappelle-nous ce que c'est exactement. C'est un moteur de recherche qui est intégré à la version payante de ChatGPT. Donc, c'est uniquement les gens qui paient l'abonnement qui ont accès pour le moment. Et ça vous permet de faire une recherche à partir de l'information qui réside dans la mémoire de ChatGPT, ce qui est quand même énorme. Mais sinon, ça vous permet d'aller chercher sur le web en temps réel et donc notamment, évidemment, sur toutes les sources qui sont possibles et inimaginables, mais aussi sur des médias très crédibles. Je mentionne uniquement au passage Associated Press, Le Monde, News Corp, The Atlantic, Time, le Financial Post, Condé Nast, Axel Springer. Ils ont fait un tas d'ententes, évidemment, parce qu'ils ne voulaient pas se faire poursuivre pour tout ça. Et ce que ça fait, c'est que si vous cherchez de l'information qui a attrait avec l'actualité, je pense que là, ça devient quelque chose de fort intéressant, qui va probablement pour les news junkies qui nous écoutent compléter ce qu'ils trouvent déjà sur Google. Mais là, c'est intéressant. Là. Ouais. Donc en fait, alors ça c'est disponible des deux côtés de l'Atlantique, chez toi mais également chez moi. Pas de restriction. Voilà, il n'y a pas de restriction pour une fois, c'est rare, à condition évidemment, comme tu l'as dit, d'avoir l'abonnement payant. Et donc c'est un nouveau petit bouton bleu avec une forme d'une planète. Et en fait, quand on fait une requête, il suffit de cliquer sur ce bouton bleu et ensuite de lancer la requête et il va chercher ce qu'il a sur le web. Il donne ses sources, il donne les liens. C'est ça qui est nouveau aussi. C'est ça qui est nouveau. Ouais. Mais il va chercher partout sur le web. Il va pas chercher que sur les sites que tu as mentionnés. Les sites que tu as mentionnés, c'est parce que c'est des sites d'actu. Alors pour les sujets d'actu, là, il ira spécifiquement sur ces sites-là. C'est ça. Tu as tout dit. Ah, mais non, j'ai pas tout dit parce qu'il y a une question que je voudrais te poser. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas avoir des ennuis avec la presse comme Perplexity? Parce que c'était un peu la marque de fabrique de Perplexity, de donner des sources, d'en dire plus. Mais on sait qu'il y a des médias, notamment le New York Times, qui sont montés au créneau contre Perplexity. Ouais. C'est justement pour la raison pour laquelle je te faisais la litanie de tous les médias, grands groupes de presse avec qui ils ont signé des ententes, justement pour ne pas avoir ces ennuis-là, d'autant plus qu'ils sont quand même visés par des poursuites du New York Times, avec qui, eux, ils n'ont pas pris d'entente et ils ont été piochés là-dedans pour permettre à ChatGPT d'être celui qu'il est aujourd'hui. Là, tu parles de ChatGPT qui a pas signé avec New York Times. Non, et ils ont toujours des différences, c'est toujours en cours, et ça va être intéressant de voir. Il y a des maisons d'édition qui poursuivent toujours ChatGPT, OpenAI, pardon. Donc, tout ça pour dire que pour l'objet, la fonctionnalité de recherche et les développements à venir de ChatGPT et son évolution, là, au moins, il y a des groupes de presse sur lesquels maintenant, ils vont aller piocher directement l'information pour nous la donner. Alors ça, et moi, en ce qui me concerne, ce que je trouve intéressant là-dedans, peu importe où il va chercher l'info, c'est qu'au moins, quand il va chercher l'information sur des sites de médias, l'information, elle est validée et on peut la croire.
Mais est-ce qu'on pourra toujours la croire? Parce que, bon, quand il cite... parce que, par exemple, Perplexity a été accusé avec les problèmes d'hallucination que l'on sait, eh bien, d'inventer des choses qui n'étaient pas sur les sites de médias, d'enjoliver, de broder un peu. Ça Ouais. reste, hein, on sait, ça va faire du mal à Google a priori cette histoire-là, mais il y a quand même toujours ce risque que parfois c'est pas très exact. Et quand tu parles d'hallucination, les derniers chiffres qui ont été publiés sur le sujet, on parle de 19 de l'ensemble là, des réponses qui sont offertes par ces IA génératives là, qui tournent dans le beurre, qui sont de la pure création. Sauf Mais que, ça s'est amélioré parce qu'on oui, était plutôt à 40% ah, il y a oui, 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 il y a un oui. an ou deux. Hein. Mais je ramène ça à des questions d'actualité. Là. Si vous faites des recherches d'actualité, il va aller les chercher sur ces sources-là et il va rapporter ce que ces sources-là disent. Les hallucinations, on les voit plus quand on part dans les grandes questions qui sont pas vraiment presque des questions philosophiques. Ouais. Ou si on demande des citations de quelqu'un dans un contexte qui n'est pas vraiment d'actualité, qui a peut-être pas été couvert par ces médias-là, là, on risque de tomber. Moi, ça m'est arrivé souvent encore récemment d'avoir des citations qui n'étaient pas attribuées aux bonnes personnes ou de pas avoir la bonne date de cette citation-là. C'est vrai. Et je retombais sur Google pour aller valider. Là. Donc finalement, il faut quand même encore se méfier de l'info Systématiquement. qu'on Mais trouve même sur des ces gens, outils d'IA. Jérôme, je te dirais, mis à part toi, et peut-être l'exception de François Non, moi, Sorel, tu t'as pas, non, mais t'as pas systématiquement, je te vais... méfier de moi. Ben non, mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Toi et François Sorel, je vais jamais valider l'information. Mais Mais ouais. tous les autres, je vais toujours chercher une deuxième source. Bah, t'as bien raison. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Il y a un autre acteur aussi dont on parle pas beaucoup, mais qui est pas mauvais, semble-t-il. Moi, je l'utilise peu, j'avoue. C'est Copilot de Microsoft, Ouais. qui, y compris pour la recherche d'informations, est pas mal, non? Ouais, mais tu vois, c'est un peu ce que je raconte quand je fais mes conférences. Si tu travailles dans l'écosystème de Microsoft, donc de Windows, de Office et compagnie, c'est génial parce que tout est intégré maintenant avec Copilot. Et la même chose, si tu travailles dans l'écosystème, tu as les trousses d'outils de Google, ben là, utilise Gemini parce que tout est intégré là-dedans. Et c'est pour ça que mais si tu es agnostique et que tu te promènes d'un côté comme de l'autre ou tu es ailleurs, ben moi, je trouve que ChatGPT ou Claude d'Anthropic demeurent des solutions fort intéressantes. Ouais, ils sont un peu, c'est un peu comme des surcouches, quoi. Ouais. Ouais. Et pour ce qui est d'être ailleurs, tu t'y connais en plus, hein. Oui, moi, je suis toujours ailleurs. Demande-moi pas si je suis ici, je suis déjà ailleurs. Bon. Eh oui. Hey, ça suffit, le philosophe. Bon. Donc, mais bon, ça, tu voulais me parler de ça, mais toi, là, j'imagine que dans ton actualité d'Européen, il va bien avoir un autre sujet de réglementation qui est dans ton cahier. Comment t'as deviné? Ben, regarde. Oui, bien sûr. Moi, je pense à toi, j'entends réglementation. Non, mais c'est vrai, on a un problème, on a un gros problème, Houston, en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez réglementer? Mais oui, alors, on a un souci avec les lunettes de Meta. C'est la Les CNIL. nouvelles. Voilà, les nouvelles lunettes de Meta qui, tu sais, qui peuvent filmer et prendre des photos, mais même les premières versions faisaient pareil, hein. Ouais. Mais simplement, là, ça devient un problème parce que, en fait, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, s'est saisie du dossier puisqu'elle a reçu une plainte parce qu'on parle beaucoup de ces nouvelles lunettes. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, mais moi, ça me plaît pas, ça. Je vais aller porter plainte à la CNIL. » Donc, il l'a fait. Et la CNIL, comme elle est saisie, elle est obligée d'enquêter. Donc, elle est en train d'enquêter pour savoir si les lunettes de Meta ne seraient pas illégales. Et oui, monsieur, parce que finalement, est-ce qu'on a le droit de filmer et de prendre en photo les gens comme ça dans la rue? Et en fait, c'est vachement intéressant parce que, oui, si on se base sur déjà des lois sur la vie privée, etc., mais encore plus sur le RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, ça pose des questions. Mais en réalité, c'est pas simple. Parce que il y a déjà des tas de trucs qui filment dans notre quotidien. Tout le monde filme tout avec les téléphones. Ah ouais. Hein, quand tu vois sur les réseaux sociaux toutes les vidéos qui sont remontées, je veux dire, dès que un type s'engueule avec son charcutier, tac, il sort son smartphone pour filmer la réaction. Et voilà. Donc, est-ce que vraiment les lunettes, ça change quelque chose? Alors, est-ce que c'est pas le fait que les lunettes soient connectées en temps réel à l'Internet et à toute l'information qu'on peut joindre à ces images-là qui crée le problème? Alors, tu as raison, le problème pourrait être du fait que, comme elles sont connectées à Internet, tu peux faire du streaming, tu peux diffuser ces images en direct. Ce qui accroît encore plus les risques d'atteinte à la vie privée. Parce qu'en théorie, tu filmes quelqu'un dans la rue,
tu n'as pas le droit, comme ça, sans lui demander son avis, de publier son image. Alors, sauf dans certains cas, s'il est dans une manifestation, par exemple, parce que, voilà, si c'est une foule, etc. Là, c'est possible. Mais tu n'as pas le droit non plus de filmer un lieu privé, chez quelqu'un, dans une salle d'attente de médecin, etc. Et a fortiori, de le diffuser en direct sur Internet. Donc ça pose un problème. Donc, en fait, il y a une espèce de, on sait pas trop, est-ce que elle pourrait être considérée comme illégale? Franchement, c'est pas clair. Il n'y a pas encore de décision, mais d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche, la situation ne sera pas forcément évidente à établir. Alors Meta, de son côté, se défend. Ils mettent en garde les utilisateurs. Surtout, ne filmez pas les gens à leur rencontre. Soyez gentils. Ne masquez pas la petite lumière, parce que quand on filme, il y a une petite loupiote qui s'allume. Mais c'est vrai que si on est assez loin, on la voit pas, cette petite loupiote. On voit même pas que c'est des lunettes avec des objectifs. Moi, j'ai fait le test. Je les portais l'été. Les gens ne voyaient même pas que c'était des lunettes qui étaient capables de filmer, en fait. Mais bon, voilà, c'est intéressant parce qu'en plus, je trouve qu'il y a l'aspect juridique, mais derrière, il y a l'aspect moral. Est-ce que finalement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où on filme tout avec le smartphone, comme on l'a dit, où on a les voitures qui filment entre les dashcams, les Tesla qui ont des caméras partout, enfin tout le monde filme tout le monde. Il y a encore des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Tu peux pas installer une caméra qui filme sur la rue. Enfin, en tout cas, tout dépend de ce que tu fais des images après. Est-ce que finalement c'est pas déjà un combat perdu d'avance, cette histoire-là? Donc voilà. Mais je me demande, je t'écoute, puis je me demande si la fameuse plainte, parce que j'imagine qu'en cherchant, on pourra trouver des détails à un moment donné, mais est-ce qu'elle vient aussi de cette expérience que 2 étudiants du MIT ont fait? Ça remonte à il y a environ 2-3 semaines où il y a 2 étudiants qui ont fait, mais ils ont vraiment monté un système, là. Ça se fait pas automatiquement avec le système de base. C'est pas natif dans les lunettes. Ils ont fait de la programmation et donc ils étaient capables en temps réel de faire de la reconnaissance faciale des gens qui croisaient et de brancher ça sur l'information qu'ils avaient dans des bases de données, puis certains sur des réseaux sociaux pour arriver à démontrer le fait que c'était possible de le faire avec ça. Je sais pas si la plainte parle de ça. J'en suis pas sûr parce que, comme tu dis, c'est une utilisation expérimentale. Mais ça a quand même surpris bien des gens quand l'information est sortie sur les réseaux sociaux. Et là, tout le monde s'est mis à dire cette journée-là, mais c'est ça, maintenant les gens vont espionner tout le monde avec ça, puis on va reconnaître, on n'aura plus de vie privée. Et en même temps, c'est à la fois le truc le plus horrible et le plus intéressant, je trouve, parce que mais moi, si pour les gens qui sont comme moi, pas très physionomistes, et le nombre de gens qui viennent parfois, tu vois, me saluer, salut Jérôme, comment tu vas et tout, et là moi je suis là en train de carburer en disant mon Dieu, c'est qui, quand est-ce qu'on s'est vu ou quoi, etc. Et ça m'est sorti de la tête, où je sais plus le prénom de la personne. J'aimerais bien un truc qui me scanne et qui me dit directement qui c'est. Jérôme, nous partageons ce désir. Tu as le même problème. Et puis depuis que je suis, depuis que je socialise, j'ai une incapacité à me souvenir des noms des gens que je croise. Je peux travailler pendant une saison, je me souviens des ex-collègues de la radio. Je me souvenais, je reconnaissais le visage, mais le nom, je n'arrivais plus à le trouver. Pareil. Alors, ça serait pratique d'avoir si tu le répètes pas 10 fois par jour, tu oublies les prénoms. Et moi, j'admire les gens qui, effectivement, à qui tu parles pas tous les jours. Notamment les politiciens. Les politiciens ils sont forts très pour ça. forts là-dessus. Ouais, c'est vrai. Jérôme, de quoi nous parles-tu cette semaine dans ton podcast? Cette semaine, Bruno, je m'intéresse au mot de passe. Est-ce que tu connais le CXP? Je pensais que tu allais dire, est-ce que tu connais le mien? Est-ce que tu connais mes 900 mots de passe? Non. Est-ce que tu connais le CXP? Non. Bon, le CXP, c'est un nouveau truc qui est en train de se préparer et qui pourrait venir un petit peu nous soulager dans la gestion de nos mots de passe. Ça concerne la portabilité des systèmes d'authentification. Voilà, donc je parle de ça et j'explique ce que c'est que ce truc-là avec un invité, un spécialiste que j'ai interviewé. Et puis je m'intéresse également aux semi-conducteurs, gros dossier. La crise en quelque sorte des semi-conducteurs, on revient aux origines, à quoi est-elle due, pourquoi cette crise, qu'est-ce que c'est que les semi-conducteurs. J'en parle avec Capgemini qui intervient régulièrement dans le podcast Monde Numérique et on décrypte un peu tout ça cette semaine. Et toi? Est-ce qu'on va sortir avec un peu d'espoir de cette entrevue-là?
Que de l'espoir dans le monde numérique, mais que de l'espoir. Du désespoir, enfin plein de choses qui font peur et plein d'espoir derrière. Merci. Bruno, de quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? Eh bien, de mon côté, écoute, on a parlé ensemble des problèmes de l'industrie du jeu vidéo. On a déjà mentionné que ça allait mal avec toutes les mises à pied. Au Québec, l'industrie va bien, sauf que tranquillement pas vite, ce qui faisait la clé du succès du Québec, c'était que le gouvernement du Québec était un des partenaires qui aidait l'industrie. Et là, le gouvernement se fait tirer l'oreille et ça va mal. Alors là, il y a de l'argent dans les caisses? Il y en a, tiens, mais je pense comme qu'on chez nous, de la mettre ailleurs. Ouais. Ah ouais. Tiens, c'est un peu comme chez nous. Donc, c'est un peu le cri du cœur de l'industrie. On a le patron de la grande association qui vient parler. Avec Au-Plan, on parle d'une application. Ça pourrait peut-être intéresser des enseignants qui écoutent chez vous. Et c'est une application qui fonctionne et qui permet pour les enseignants, les professeurs là, de la petite école, de générer à la demande des textes avec le scénario de base ou sinon on demande au service de générer soi-même l'histoire, mais avec des mots-clés, avec les héros qu'on veut, les sujets qu'on veut. Et donc, on fait des requêtes avec les éléments clés et pouf, ça nous génère un texte de la longueur qu'on veut. Wow. Et par la suite, on peut les envoyer de façon électronique ou en papier là, aux élèves et ils peuvent travailler. On peut même générer un questionnaire pour comprendre si les enfants ont bien compris les textes de ça. Et donc, ça s'appelle Au-Plan. Là, à l'heure actuelle, ils sont en grande discussion avec le ministère de l'Éducation ici au Québec. Ils sont vraiment là juxtaposés au programme. Donc, tout ce qu'ils font est en lien avec le programme éducatif de primaire, secondaire et collégial. Mais là, ils sont en train de voir s'ils pourraient pas se faire reconnaître et presque devenir peut-être un outil officiel pour les enseignants. Mm-hmm. C'est intéressant. Merci beaucoup Bruno pour ce programme alléchant et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je souhaite une bonne fin d'écoute à tes auditeurs, puis je les invite à venir me rejoindre et j'invite les miens à aller t'écouter par la suite. Salut, à la semaine prochaine. Échange de bons procédés. Salut Bruno. Bye.